Cube. Q-U-B. Du front, des idées, du cran. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Ah, chers amis, très heureux de vous retrouver. Bonjour, Cybèle. Salut, Rémi. Tu l'as dit, aujourd'hui, on va recevoir un chasseur de tête. Toi, t'appelles ça un chercheur de tête. Je trouve ça, Ouais. je trouve ça très original. Tu vois, je sais pas c'est quoi, je sais pas ce que ça Ouais, fait, ben, je sais pas où ça travaille. Moi non plus, en vérité, j'ai entendu dire que ça existait. On voit ça dans les films, on entend ça des fois. OK, j'ai été recruté par un chasseur de tête. Puis C'est presque prestigieux. Ouais, puis avant d'avoir rencontré cette personne-là, moi, j'y crois jamais vraiment, en fait, en général, dans la vie. Oui, je suis très sceptique, je doute. D'ailleurs, on apprend ça aux enfants. Il faut douter, il faut cultiver l'intelligence. Donc, on a décidé d'en inviter un aujourd'hui. On va y parler, on va y poser toutes nos questions. D'ailleurs, si vous en avez à la maison, c'est le 187 Cube Radio. Vous nous écrivez dès tout de suite, là, puis on les accumule, les réponses, les questions, puis on les pose tantôt à la personne. On va parler de courriel, tu l'as dit. Moi, l'étude en question, 117 courriels par jour... Moi non plus, je crois pas à ça. 117 courriels par jour. Je trouve que c'est trop, que c'est impossible. C'est vrai que, par exemple, moi qui est dans... prenons mon exemple où je me fais bombarder d'invitations, de propositions d'entrevues. 117, je trouve ça beaucoup. Par contre, si on calcule là-dedans les collègues qui se parlent, nous, on a Teams. Ouais. Mais ceux peut-être qui se parlent pas toujours sur Teams, peut-être qu'ils collaborent, ils communiquent comme ça par courriel. Et là, 117, fort probable. Peut-être effectivement fort que c'est probable. calculé là-dedans, mais tu sais, 117 courriels, si c'est vrai, il faut quand même se demander aujourd'hui en 2025 si c'est possible de décrocher. Parce que ça, c'est nouveau, ça, c'est inédit à l'échelle de l'histoire, l'idée que tout le monde est rejoignable tout le temps. On est en rattrapage constamment aussi. Tout le temps. Puis les employeurs le savent, que quand leur employé arrive à la maison, ils peuvent continuer de mettre de la pression. Ils peuvent dire, t'as pas reçu mon courriel hier à 8 heures. Le travail a changé. On va en parler avec une professeure. Mais avant toute chose promise, chose due. Bonjour, Michel Charette. Salut, Rémi. Écoute, j'ai vu passer, puis je pense que toi aussi, tu sais que ça a circulé beaucoup, un passage à une émission à Radio-Canada où tu discutais de ce qui t'est arrivé il y a quelques mois. Tu voulais partir en tournée pour un spectacle solo. On te connaît, tu es un comédien, tu as fait du théâtre, tu as fait de la télévision, tu as fait du cinéma. Tu fais partie d'ailleurs de la courte liste, je pense, et c'est un compliment, ça commence bien, des comédiens qui sont à la fois capables de plaire aux parents et aux jeunes. C'est-à-dire que moi, ma mère, elle s'est très bien quittée, puis moi, je sais très bien quitter. Ma mère, c'est le père Ovid dans Les belles histoires des pays d'en haut. Ouais. Puis moi, c'est plus Radio Enfer, les Boys. Les Boys, tout ça, oui, effectivement. Tu as voulu relever un défi additionnel, supplémentaire. Tu as voulu aller plus loin. Tu as voulu faire de l'humour. Tu avais fait de l'humour plus jeune avec Éric Bédard. Ah, mon grand chum Éric. Éric Bédard, historien. Un grand historien maintenant. Ouais, j'ai Éric commencé. Bédard. Ah oui, il est formidable. C'était mon grand chum au secondaire. Parce qu'on est allé au cégep ensemble. On a commencé ensemble en secondaire 1 et 2. On faisait des shows d'humour ensemble et j'étais son straight man parce qu'Éric, c'est un imitateur extraordinaire. Ah bon? Il avait même fait une pub de lait à l'époque. Vous étiez même pas né, je pense. Normand Bratoit était porte-parole pour le lait. Puis il y avait des jeunes qui faisaient des annonces pour le lait, dont Éric avait imité le Capitaine Bonhomme. François Parenteau, qui faisait partie des apartistes, avait imité Yvon Deschamps. Puis il y avait une déclinaison comme ça. Et on faisait plein de shows au secondaire. On allait au Collège des Eudistes à Montréal. Puis moi, je pensais de faire carrière avec lui. Moi, c'était ça mon but. C'était qu'on se parte un duo d'humour puis qu'on fasse ça dans la vie, comme Ding et Dong, comme les Denis Drolet, name it. Et à un moment donné, vers secondaire 3-4, Éric a été happé par l'histoire. Un professeur d'histoire, Denis Jeté, au secondaire, qui l'a comme transcendé, puis il a fait « Hey, c'est ça que je veux faire dans la vie. » Moi, je perdais mon partner, là. Je disais « Ben oui, mais je vais faire quoi, moi, là? » Fait que finalement, je faisais les ateliers de théâtre aussi au collège, puis c'est là que j'ai rencontré mon mentor, Henri Chassé. Mais moi, j'ai continué là-dedans. Puis tout le monde pensait que j'étais pour aller à l'école de l'humour, des choses comme ça, mais moi, c'était vraiment d'interpréter les personnages, puis surtout d'avoir une communion avec les autres. Tu sais, de se retrouver seul sur scène, là, c'est stressant, puis c'est une job. Ben oui. Fait que moi, j'aimais ça communiquer, puis je faisais partie des troupes de théâtre, puis tout ça. Fait que j'ai décidé de faire mes études en théâtre, puis c'est comme ça que ça a commencé. Mais oui, Éric a été très important dans mon cheminement d'artiste. Puis je confirme qu'Éric Bédard, après un petit verre, il est très drôle. Là. Je l'ai croisé au Parc Maisonneuve cette année à la Saint-Jean-Baptiste, puis très drôle. Il est formidable, il est drôle, et puis en plus, il pognait comme un gant de baseball au collège, il était beau comme un cœur, puis
c'est un grand joueur de football aussi, vraiment. Il aurait pu faire carrière au football aussi. Vraiment, c'est un gars qui avait tout pour lui à l'époque. T'sais, aujourd'hui, il en a moins, mais à l'époque, il avait tout. Ouais. Mais la prochaine entrevue avec Éric Bédard, on sait de quoi on va lui parler. Ben oui, mais écoute, ça a été on se voit à l'occasion des fois encore, il m'invite à ses lancements de livres, je l'invite au théâtre, puis tout ça, j'ai eu beaucoup de plaisir avec ce gars-là. Je voulais qu'on parle d'humilité parce que tu voulais faire de l'humour. Ouais. Et là, tu as eu cette idée-là à nouveau dans la cinquantaine. Et là, tu as organisé une série de rodages. Tu es arrivé à Magog un soir, puis tu as décidé de suspendre, en fait, ce projet-là. Ouais. Chose qui arrive quand même plus souvent qu'on le pense, mais je trouve que de la façon que tu l'as expliqué, c'était relativement inédit. Tu as dit, dans une entrevue à Radio-Canada, que tu avais réalisé que tu avais besoin de faire tes classes. Ouais. En fait, tu avais besoin d'apprendre un métier. Puis c'est comme si le fait que tu avais tout réussi dans la vie, ça t'avait comme donné une fausse idée que ça, c'était juste un pas de plus. Ouais. Puis c'est le soir du rodage que tu as dit « Hey, mon Dieu, il faut que je fasse mes classes. » Ça, là, ça s'appelle de l'humilité. Ouais, mais en fait, il y a un contexte aussi à ça, c'est que j'ai arrêté aussi parce que j'étais fatigué là, mentalement et physiquement. J'ai arrêté mes projets, mais... je pense, c'est ça. On était dans l'effervescence. On a écrit le texte. J'ai écrit mes textes avec François Chénier. Simon Delille a participé à ça. On était avancés. Toute la mise en scène était faite. Les décors, les éclairages, tout ça, ça allait super bien. Mais je venais de sortir d'un gros 6 mois de tournage intense. Puis bon, je touche du bois. Là, j'ai été chanceux. Dans les 15 dernières années, j'ai quand même pas mal travaillé. Puis j'ai touché à plein d'affaires. Puis oui. Tant mieux, je suis content. Je l'apprécie. Je suis un grand privilégié dans la vie de pouvoir faire ce métier-là. Puis que ça continue encore après 35 ans de métier. Privilégié, très, très privilégié. Parce que ça tombe du ciel, ces affaires-là? Non, ça tombe pas du ciel. Il y a du travail en arrière de ça. Il y a certainement un peu de talent, mais il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de chance aussi d'être à la bonne place au bon moment. Puis quand les gens te donnent une chance dans ce métier-là, c'est à toi de la saisir aussi. Tu comprends? Je veux dire, l'important, c'est pas de commencer dans ce métier-là, c'est de durer. Tu sais, je veux dire, le métier, il est gros de même. Là. Je veux dire, il y a un rôle, puis on est 500. Moi, je me lève le matin, puis je suis toujours content d'être travaillé, parce que je me dis toujours, il y en a 500 qui se lèveraient à ma place pour y aller. Faire ferme ta gueule, puis va faire ta job, puis chiale pas, puis arrive préparé, puis tu sais, je suis un travaillant dans la vie. Donc, j'avais travaillé beaucoup. Puis là, à un moment donné, j'avais fait des lectures de mon one-man show. Ça allait super bien. La réaction était super bonne. Mais écoute, j'étais vidé. Puis en plus, les gens nous connaissent au niveau professionnel, mais il y a tout le côté personnel aussi dans la vie. Tu sais, moi, ma blonde est retournée aux études à 44 ans en droit à Sherbrooke. Elle a fait son barreau. Elle a fait son barreau là, dans les derniers milles de son stage. Elle va être assermentée au mois de septembre. Plus les enfants en bas âge. Tu sais, je veux pas me trouver des défaites loin de là, mais c'était une grosse charge mentale à un moment donné. Et à un moment donné, j'ai cassé. J'ai fait, OK, là, je suis plus capable. Puis, j'ai eu peut-être pas l'intelligence, mais l'intelligence d'arrêter au bon moment. Je veux dire, j'ai frappé le mur à 40 km/h au lieu de le frapper à 150, tu comprends? Fait que je me suis retiré des réseaux sociaux j'ai toutes mis mes activités sur pause. Mes producteurs ont été extraordinaires parce que les producteurs du One Man Show ont fait, hey, c'est ta santé qui prime, tout ça. Tout le monde a compris. Et je me suis reposé, mais tu sais, au lieu de prendre 1 an, 1 an et demi, 2 ans pour récupérer, ça m'a pris 3 mois quand même. C'est pas si pire, mais j'ai tout arrêté. Pas de rien. Mais là, j'ai continué à faire des choses qui, moi, me font du bien dans ces moments-là. De continuer à m'entraîner, de bien manger, d'essayer de bien dormir. La thérapie, tout ça, ça fait partie de mon quotidien. Moi, j'ai besoin de ça pour me sentir bien, tu sais. Puis comme me disait mon grand chum Jean-Marie Lapointe, on est condamnés au bonheur, nous autres. Les gens qui souffrent d'anxiété ou des choses comme ça, on n'a pas le choix de faire des choses pour nous rendre heureux et nous faciliter la tâche et la vie. Donc, j'ai fait, OK, j'ai besoin d'arrêter, j'ai besoin d'une pause. Après ça, en cours de route, quand j'ai recommencé mes activités, puis ça, j'ai fait, hey man, quand j'ai commencé à vouloir faire mon one-man show, moi, dans la vie, là, quand je fais mon métier, j'ai pas le trac, ça va, parce que j'ai confiance en moi. Je sais que je fais la job, puis je suis capable de rendre mes projets à terme. Mais j'ai rarement été traqué comme ça, là, en sachant que j'étais pour être tout seul sur scène. Parce que c'était nouveau pour toi? Oui, puis non. Tout seul, parce que j'avais quand même animé des gros galas, juste pour Comédia, puis bon, tout ça. Puis, tu sais, j'ai animé un gros show pour le 25e anniversaire des Boys. Tu sais, j'étais capable d'en prendre. Mais animer, c'est un job. Être acteur, c'est une job, puis être humoriste, c'est une job. Oui, mais quand t'animes, il y a du monde en arrière. Oui, je suis d'accord, tu as tout à fait raison, mais tu es quand même tout seul à amener la barre et à poser des questions. Ouais. Puis, tu sais, juste le 25e des Boys, ils sont tous là devant moi, les Rémi Gérard, Pierre Lebeau, Paduard, Yvan Ponton. Tu fais comme, OK, c'est encore mes idoles d'enfance, même si je fais le même métier qu'eux autres, même si ça fait 25 ans que je les côtoie à cause des Boys, ça reste que c'est des gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Puis, si veux pas, j'avais le trac, tu sais, mais j'ai passé au travail pour ça. Mais le one-man show, ça a été, wow, c'était quelque chose, tu sais. Fait que, puis, tu sais,
sais, je deviens pas humoriste, je deviens un acteur qui fait un one-man show. Tu comprends? Cette job-là d'humoriste, je la respecte, puis c'est pas ma talle, puis j'ai pas étudié là-dedans. Sauf que avec du recul, j'ai fait, OK, j'ai besoin de faire mes classes, j'ai besoin d'apprendre ce métier-là. Moi, dans la vie, je faisais, tu veux-tu roder un numéro? Non, c'est correct, ça va. J'ai fait 800 shows de Ladies Night, je connais la mécanique, mais c'est une autre game, tu comprends? Oui. Parce que sur une comédie, un show de théâtre, les gens te répondent, tu collabores avec tes partenaires de scène et tout ça, mais un one-man show, la seule personne qui va me répondre, c'est les gens dans la salle. Si eux autres me répondent pas, ne m'envoient pas d'énergie ou ne m'envoient pas de feedback, t'es fourré, ben raide. Fait que là, j'ai fait, OK, non, avant de remarquer sur scène seul, je vais faire mes classes, je vais aller casser des petits numéros, je vais aller au bordel, je vais aller au terminal, je vais aller au Comedy Club, je vais faire ces affaires-là. Là, tu vois, cette année, je vais faire des numéros au Gala Juste pour rire, puis à Québec avec Claude Legault, puis je vais faire un grand bien cuit pour Marine Orsini. Mais ces numéros-là, je vais aller les casser avant parce que je veux m'améliorer, puis je veux comprendre la dynamique, puis tout ça, tu sais. Même si le timing, tout ça, je pense que je l'ai un peu, je veux quand même aller voir c'est quoi cette réaction-là des gens, puis de m'ajuster, puis faire, oh, ce gag-là, moi, j'y croyais, mais c'est de la merde, ça vaut pas 500. Mais tu trouves-tu qu'on parle assez de ça, faire ses classes, travailler? Tu viens de dire étudier. Tu as dit, j'ai pas étudié là-dedans. Ouais. Tu sais, moi, je trouve qu'au Québec, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont capables de tout faire. Puis s'il y a bien une personne qui blâmera pas les gens d'avoir de l'ambition, c'est bien moi. Mais c'est un travail. C'est un travail. Il faut faire ses classes. Moi, c'est ça qui j'avais trouvé ça rafraîchissant dans ta sortie. Puis là, tu me dis, il y avait un contexte à ça, mais je t'obstineux un peu. J'ai envie de t'obstiner là-dessus. Moi, c'est ça qui est au cœur de ta démarche, c'est de te dire, hey, c'est pas vrai que je vais me monter sur scène puis que je vais faire comme si j'avais toute cette expérience-là. Il faut que j'aille la chercher. Puis tu sais, ça prend de l'humilité. Je reviens avec ce mot-là à 55 ans pour dire, je vais aller faire le terminal. Je vais aller casser des numéros. Terminal, c'est tout petit, là. J'y vais quelques fois, des fois. Là. C'est plus des gens dans vingtaine, si c'est pas 18, 19 ans qui vont là. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, je pense. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'apprendre. Tu sais, je travaille souvent avec Dominique Sillon, qui est un bon ami à moi. C'est lui qui est mon producteur puis qui est mon script éditeur quand j'ai fait les galas puis tout ça. Là, je fais vestiaire avec lui. J'ai travaillé avec Simon Delisle. Là, je suis un fan d'un gars qui s'appelle Étienne Marcoux, qui travaille à C'est quoi puis qui fait Étienne te ramène. Je trouve que c'est un gars drôle. Il écrit. Fait que je vais aller m'entourer aussi de gens meilleurs que moi là-dedans. Oui, j'ai écrit mon texte avec François Chénier. Simon Delisle est venu faire des inputs. Mais encore là, ça me prend un œil extérieur. Je vais aller chercher quelqu'un pour qui c'est son travail quotidien d'écrire des jokes puis d'écrire des situations comiques, tu comprends? Fait que voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Puis il n'est jamais trop tard pour apprendre, comme je te dis. Puis tu sais, mon premier one-man show, on l'a mis sur la glace, il est encore là, il est dans le cloud. Je vais le refaire, c'est sûr. Parce que j'ai ça dans le moi depuis que j'ai 15 ans. J'ai toujours rêvé de faire ça, mais bon, j'ai été chanceux, encore une fois, je vais toucher du bois. J'ai été happé assez rapidement par la télévision. Fait que j'ai eu la chance de faire beaucoup de télé, beaucoup de cinéma, puis j'ai fait quand même pas beaucoup de pièces de théâtre, mais beaucoup de représentations avec Ladies Night. Mais fait que là, c'est ça, je fais OK, j'ai de l'expérience là-dedans, mais d'être seul sur scène, j'ai pas tant d'expérience que ça. Fait que c'est là que je m'en vais. Bien, justement, on dirait que je veux reprendre ce que Rémi disait, il parlait d'humilité. Puis je t'écoute parler, puis tu te dis, finalement, je me rends compte. Est-ce qu'à l'inverse, il n'y a pas eu une petite dose de, je veux pas dire prétention, mais en autre sens, tu t'es dit, moi, je suis prêt à faire ça. Tu sais, j'ai pas besoin d'aller roder, j'ai pas besoin de me pratiquer parce que je comprends le métier. Fait qu'est-ce qu'à l'inverse, il n'y a pas eu un petit influx de l'autre sens complètement? Ben absolument, tu as raison, parce que, tu sais, ça allait bien mes affaires. Moi, là, j'ai fait de la radio, j'ai fait du théâtre, je faisais du cinéma, j'animais des galas, tout ça. Je disais, hey, la prochaine étape, c'est le one-man show, let's go, on y va. Mais, tu sais, pas que je voulais pas roder, j'étais en rodage. Tu sais, j'ai fait des lectures, puis là, je commençais mes rodages à Magog quand j'ai décidé de prendre une pause. J'avais 25-30 shows de rodage avant de faire ma première à Montréal à l'Olympia. Donc, j'aurais eu quand même du rodage. Mais du rodage, ça peut s'étaler sur 2, 3, 4, 5 ans aussi, à aller faire un petit numéro. Puis là, je me disais, ben non, je peux pas aller casser un 10 minutes. Moi, c'est une histoire que je m'en vais raconter d'1h30 à des gens. Fait que je pars d'un point A, je m'en vais à un point B. Puis c'est sûr que une fois de temps en temps, il y a des sorties d'autoroute, puis tu rembarques, puis tu t'en vas. Tu sais, les gens me disaient, OK, c'est correct, c'est ton affaire, on te fait confiance, puis tout. Mais après ça, j'ai comme décortiqué mes affaires. Je dis, ben non, je pourrais aller faire ce 10 minutes-là quand je parle de mon père. Je pourrais aller faire ce 10 minutes-là quand je parle de mon adolescence. Tu sais, fait qu'il y a quelque chose comme ça que j'ai appris aussi, que j'ai fait, hey, le grand, là, calme-toi, là aussi. Là. Tu sais, je veux dire, oui, tu as confiance, tu as 35 ans de métier, mais ça veut pas dire que tu connais tout puis tu sais tout. Fait que t'as raison, dans un certain sens. Je me suis dit, ben là, les gars-là, je les ai faits, ça a bien été, j'ai pas rodé, tout ça, je vais faire mes affaires puis tout. Mais je m'aperçois que c'est une job. Puis, tu sais, en même temps, c'est la même chose. Dans ce métier-là, c'est pas tant difficile de commencer, c'est de durer. Mais c'est la même chose pour les humoristes aussi. Je veux dire, si t'es un humoriste qui
prends ça un peu à la légère, malheureusement, ça t'offre pas. Mais ceux qui sont encore là puis qui émergent, puis ça, c'est des travaillants, c'est des gars qui travaillent. Tu vois, un gars comme Dominique Sillon qui arrête pas de travailler, qui est toujours en train de réécrire des affaires. Louis-José Hood, la même chose. Il a toujours son carnet, ils prennent des notes. Tout est sujet à faire une joke. Mais après ça, ils prennent l'idée, mais après ça, c'est de la writer, entre guillemets, comme du monde. Le delivery est hyper important dans ce métier-là. Tu peux lire un texte, je vais vous donner un exemple, là, puis c'est pas péjoratif, mais j'ai fait l'ancienne version de La Petite Vie. Je reçois le texte, je lis ça, c'est correct, je trouve ça correct, mais tu sais, mais quand j'ai vu les gars répéter puis les filles répéter avec le delivery, j'ai tout compris l'univers de ça. J'ai fait, lui, il l'a dans sa tête, il l'écrit parce qu'il sait comment Marc Labrèche va le dire, il sait comment Michel Côté va le dire, tu comprends? Fait que c'est tout ça la différence. Tu écoutes Louis-José Hood, tu lis un texte de Louis-José Hood, si c'est pas lui qui le fait, tu ne sais pas si ça va être bon ou pas, mais avec le delivery qu'il y a, avec le timing qu'il y a, c'est impeccable, mais c'est un gars qui va répéter sans arrêt. Oui, puis c'est des gens qui comprennent que, il y a des métiers à l'intérieur de ce métier-là. T'sais, on dit artiste. Non. Il y a plusieurs métiers. Passer de la mise en scène à la réalisation au cinéma, c'est pas la même game. Pas la même game. Être un comédien au théâtre, être un acteur au cinéma. Être un acteur au cinéma, être un acteur à la télé, c'est pas la même pas la même chose. C'est pas le même rythme. C'est des ajustements constants, tu comprends? Avant qu'on se laisse, Michel, j'ai vu passer l'autre jour un texte dans Le Devoir sur la pièce Les Boys. Est-ce que tu l'as vu, la pièce? Non, j'ai pas vu encore. OK. Ben, j'ai hâte de voir pourquoi tu ne l'as pas vu. Est-ce que c'est une question d'horaire? C'est une question d'horaire, tout simplement, parce que à la première, j'étais à l'extérieur de la ville. OK, parce que j'ai vu passer donc un texte avec l'auteur, celui qui s'est occupé de l'adaptation, et il disait, quel honneur, j'ai oublié le nom, mais quel honneur d'avoir la responsabilité de faire l'adaptation de ce grand classique québécois. Bon, évidemment, il a fallu faire quelques adaptations. On pense par exemple au personnage de Le Fils de Stan. On ne peut pas vraiment se moquer d'un gros aujourd'hui en 2025, donc ça va être un nerd finalement. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, toi? Ben, écoute, je comprends qu'il faut s'adapter puis qu'il faut aller avec l'air du temps puis tout ça, mais tu peux pas non plus dénaturer les œuvres au complet non plus dans peu importe ce qu'on fait. Je veux dire, j'ai fait une pièce de théâtre avec mon fils à l'école parce que, bon, étant donné que je fais ce métier-là, la professeure me dit, peux-tu venir nous aider? Puis tout ça, j'y vais. Et la pièce a été écrite dans les années 2000 et il y avait les termes tapette et fif dans la pièce de théâtre. Et la professeure a dit, je n'enlèverai pas ces mots-là. Vous avez 10, 11, 12 ans, je vous fais confiance, je vous explique c'est quoi ces mots-là, mais dans le contexte, ça marche. Mais si je vous entends utiliser ce mot-là en dehors du contexte de la pièce, là, ça fonctionne pas. Mais je la garde telle quelle dans la pièce parce que c'est ça la nature, c'est ça l'œuvre et c'est ça qu'on va jouer. Alors, j'ai trouvé ça quand même... J'étais là quand elle l'expliquait aux jeunes, je la trouvais brillante. Je faisais, ben oui, c'est ça. C'est sage, tu sais, effectivement. Mais en même temps, tu sais, je sais pas, j'ai pas lu l'article là, que tu parles du devoir puis tout ça, mais... C'est chacun sa vision. T'sais, nous autres, on est en train de travailler sur un projet qu'on a joué il y a plusieurs années et qu'on va remonter. Mais, tu sais, je veux dire, même la productrice a dit, ouais, mais tu sais, les gars, je veux pas qu'on se fasse taguer d'agisme ou de ça. Je dis, ouais, mais il faut assumer aussi ce qu'on est puis ce qu'on faisait à l'époque puis tout ça. J'ai dit, c'est sûr qu'on va faire attention puis on sera pas trop trash puis tout ça. Mais je dis, en même temps, c'est ça l'œuvre puis ça se passe dans les années 2000. Ce qu'on disait dans les années 2000, oui, je suis correct, je suis d'accord qu'on dise plus ça aujourd'hui, puis c'est très pertinent, puis tant mieux. Mais il y a des références dans ces années-là qu'il faut qu'on garde, malheureusement, tu comprends? Fait que, n'en déplaise à certaines personnes, c'est ça pareil. D'autant plus que c'est sans fin, parce qu'ils ont remplacé donc le personnage qui était un petit gros par un nerd. Donc là, maintenant, est-ce que c'est acceptable en 2025 de se moquer des nerds? Non, mais la logique, quand elle est poussée à la logique... Tu sais, je peux pas... C'est difficile pour moi de répondre parce que j'ai pas vu la pièce. Je sais pas dans quel contexte on le parle, puis tout ça. Mais... inévitablement, à l'époque, Louis Saya m'a engagé parce que c'était Rémi qui faisait le père. Rémi est un peu rond, j'étais rond. Fait que ça fitait physiquement aussi, il faut que ça fitte. Ouais. Tu comprends? Mais c'est ça le personnage de Léopold que j'ai interprété pendant des années. Mais là, si l'auteur et le metteur en scène avait une autre version de la patente, qu'est-ce que je fasse? Moi, en humour, mais ça, il peut pas avoir des intouchables qui s'accumulent et qui s'accumulent. Sinon, je dis de quoi on va rire. Puis moi, je pense que c'est pas vrai qu'on peut pas rire de tout, là, évidemment. À l'inverse. Ça dépend de l'angle dans lequel tu le prends. Ben, c'est ça. Mais si on ajoute dans la catégorie de ceux à qui on peut plus toucher, je veux dire, on veut rire de quoi, de quelle référence, à comment on va se remettre, nous, quand on était jeunes à l'école, quand on se moquait. C'est ça qui est drôle. C'est de se rappeler d'un événement commun
commun dont on rit Ben oui, ensemble tout à fait, aussi. absolument. Là. Oui, c'est sûr que ça fait partie ça fait partie du processus. Ouais. Merci, Michel. Tu as des projets d'écriture, là, de mise en scène? Oui, des projets d'écriture, de mise en scène. Je travaille beaucoup avec mon meilleur ami François Chénier. On est en train d'écrire des choses. Je vais tourner aussi sur 2 séries à l'automne. Après ça, je vais jouer au théâtre au Rideau Vert. À Toi pour toujours Tamarilou, un des chefs-d'œuvre de Michel Tremblay en janvier 2026, dans une mise en scène de mon mentor, Henri Chassé. Fait que je suis bien heureux, ça va super bien. J'ai des beaux projets, puis je touche du bois. Encore une fois, ça va bien. T'sais. Bon retour. Michel, merci d'être venu nous voir. Merci à toi, Rémi. Merci beaucoup. À bientôt.